Députés qui ont moins de 30 ans, on voit que ce qui se passe à l'Assemblée est en aucun cas transposable au Sénat, ce qui est lié à ce qu'on expliquait au corps électoral. Effectivement, le Sénat qui a déjà une image de chambre un peu vieillissante, poussiéreuse, je pense que ça ne va pas aller dans son sens. Il y a des explications à ça, mais c'est vrai que ça donne une image d'une chambre qui peine à se renouveler, ne serait-ce qu'en termes d'âge, par exemple, si ce n'est pas en termes d'étiquette politique. Oui. Bruno Cottresse sur ce point. Intéressant parce que l'un des enjeux, ça va être pour le Sénat de montrer aussi qu'il a une capacité à être l'acteur lui-même de son renouvellement. Et s'il y a un point sur lequel Emmanuel Macron va sans aucun doute venir à un moment donné, ça sera de dire aux sénateurs, bon ben, d'accord, j'ai perdu les élections sénatoriales, mais regardez, vous n'incarnez pas suffisamment le renouvellement. Donc ça va être très important de voir comment le Sénat, est très intéressant de voir comment le Sénat va ou pas empoigner cette question, parce que cette question, à un moment donné, va lui être posée. Oui. Anne Levade, même si Gérard Larcher, déjà hier, l'a redit, il y aura des réformes rapidement qui vont être mises en œuvre. Oui, je trouve, alors ce qui vient d'être dit est très juste, c'est-à-dire que le Sénat va devoir faire montre d'une capacité, d'une volonté de réforme. En même temps, je trouve que sur ce terrain-là, on fait un procès un peu injuste au Sénat, parce qu'en fait, on lui reproche de ne pas être à l'identique de l'Assemblée. Mais la logique même du bicamérisme, c'est d'avoir deux chambres, et d'avoir deux chambres qui correspondent à deux représentations différentes du pays. Et donc, dire que finalement, c'est parce que ce sont de grands électeurs qui désignent les sénateurs qu'on a cette sociologie particulière, c'est un peu faire le procès de nos élus locaux, qui pourtant sont nos élus eux-mêmes. Et de mon point de vue, si on avait deux chambres exactement identiques ou un peu clones, ben finalement, ça mettrait en cause l'intérêt du bicamérisme. Oui. D'autant que les candidats ont fait campagne justement sur cet aspect, leur expérience par rapport à des députés qu'on a jugés novices à l'Assemblée nationale. Benjamin Morel. C'est-à-dire que être parlementaire, c'est un métier qui s'apprend et c'est un métier qui se prépare, en tout cas historiquement. À l'Assemblée nationale, on avait beaucoup de parcours militants. Vous montiez l'échelle militante peu à peu, vous appreniez ce qu'était la politique et un jour, on vous faisait assez confiance pour vous présenter aux élections législatives. Ça a été un peu court-circuité, ce qui explique les relatives grandes différences aujourd'hui entre l'Assemblée nationale présente et le Sénat. Alors qu'avant les législatives de cette année, la différence d'âge était assez faible entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Au Sénat, vous avez ce parcours militant, mais il est plus rare. Vous avez plutôt un cursus honorum au sein des collectivités territoriales, où vous passez d'un mandat local à l'autre, et peu à peu, eh bien, vous faites un réseau d'interconnaissances, vos grands électeurs vous font confiance et vous élisent au Sénat. Et ça, au Sénat, ça ne peut pas réellement changer. Et La République En Marche a également payé cette ignorance ou cet amateurisme. Vous ne pouvez pas envoyer un sénateur putatif sur le terrain qui ne connaît pas ses grands électeurs et espérer qu'il soit élu. Donc pour le Sénat, à moins de bouleverser son mode de scrutin, ce sera difficile de le rajeunir. Alors avant d'aborder l'aspect réforme constitutionnelle, on continue les réactions à ces résultats aux élections sénatoriales avec vous, Michaël Zamès. Vous êtes avec François-Noël Buffet, sénateur Les Républicains du Rhône. Oui, on va aborder justement cette question institutionnelle, question importante, car ce matin, le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, a laissé entendre que Emmanuel Macron était ouvert sur la question du référendum. Est-ce que ça veut dire que pour vous, vous êtes fermé sur la question de voter ces lois institutionnelles? Pas du tout. Le président de la République est ouvert et le Sénat est également ouvert. Et la majorité sénatoriale fera des propositions et sera dans un débat responsable avec la volonté de trouver des solutions, à l'exception d'un point qui est un point dur pour nous, qui est le non-cumul des mandats dans le temps. Là, les choses sont très fermes de notre côté. Mais sur tous les autres sujets, il y a matière à discuter. On espère bien que le président de la République entendra aussi la voix du Sénat et les propositions qui seront les nôtres. Là, aujourd'hui, vous laissez une porte ouverte donc sur la réforme, par exemple, du CSM, les doses de proportionnel, non-cumul des mandats, sauf les non-cumuls dans le temps, on l'a bien entendu. C'est une porte grande ouverte aujourd'hui, c'est une main tendue que vous faites au gouvernement. Mais c'est d'abord la conception qu'a le Sénat de son rôle, qui est de s'opposer quand cela sera nécessaire, mais qui est d'être responsable et de faire avancer les choses quand nous pensons que c'est utile pour les Français et pour la France. Et dans cette réforme constitutionnelle, il y a des sujets sur lesquels nous sommes ouverts à la discussion. Le Sénat fera des propositions et donc on espère bien que le gouvernement accueillera favorablement ces propositions et puis que l'on puisse aboutir. Alors deux mots quand même sur les résultats, renouvellement du Sénat, de nombreux nouveaux sénateurs, vous en réjouissez vous aussi? Bien sûr, c'est important pour l'institution, il y a un renouveau, il y a surtout une majorité qui est confortée.
la majorité LR centre est confortée. C'est un point extrêmement positif pour nous. On voit bien que la République en marche est en difficulté. Le Parti socialiste se maintient à peu près, en tous les cas. Donc c'est pour nous une chance très importante. C'est pour le Sénat un rôle très particulier dans nos institutions. Il devient une voie de débat, de discussion, voire d'opposition avec le gouvernement. Mais il représente une force importante et c'est très bien comme ça. Merci beaucoup, François-Noël Buffet, d'avoir répondu à nos questions. Vous voyez qu'il y a quelques sénateurs présents dans cette salle des conférences. On voit ici Marie-Noëlle Lienemann pour le Parti socialiste qui a été réélu hier, qui donne une interview. Et puis le président du groupe Les Républicains que l'on voit ici sur ces images que l'on vous propose, Bruno Retailleau, en discussion avec les sénateurs. On se retrouve tout à l'heure, Delphine. Oui, merci beaucoup, Mickaël. Anne Levade, on vient d'entendre François-Noël Buffet parler du Sénat comme une force. Hier, Gérard Larcher a employé le mot de contre-pouvoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être un contre-pouvoir? Et est-ce que c'est réellement le rôle du Sénat d'être un contre-pouvoir? Alors, le Sénat, c'est d'abord une composante d'un pouvoir, c'est-à-dire du pouvoir législatif. Ce qui est vrai, c'est que là encore, l'idée du bicamérisme, c'est d'avoir deux regards, en quelque sorte, sur chacun des textes, chacune des décisions qui est prise par voie législative, et que, de ce point de vue-là, on a voulu modéré, c'est souvent d'ailleurs ce qu'on dit, c'est que les députés sont réputés impétueux, peut-être parce que plus jeunes, en tout cas clairement plus politisés, et que de l'autre côté, on a une chambre qui est toujours présentée comme une chambre de réflexion. Ça n'a pas été rappelé tout à l'heure parce que c'est une évidence. C'est aussi une chambre qui est renouvelée progressivement, par moitié. Là, nous raisonnons sur le Sénat issu du scrutin d'hier, comme si c'était une élection comparable à celle des législatives, mais ça n'est que la moitié des sénateurs qui a été renouvelée. Et donc, c'est vrai que politiquement, le président du Sénat, qui plus est candidat à sa réélection, effectivement cherche à montrer la dimension contre-pouvoir et logique. Juridiquement, constitutionnellement, je dirais que le rôle de modération à l'intérieur du pouvoir législatif est plus conforme, me semble-t-il, à l'ADN institutionnel de la Ve République. Ouais. Benjamin Morel, comment comprenez-vous, vous, ces termes de contre-pouvoir? Si vous voulez, le Sénat est l'héritier d'une tradition de chambre aristocratique qui, en fait, faisait exister une seconde chambre pour faire pièce à la fois au roi et en même temps une chambre populaire. Donc il y a cette idée de ne pas pouvoir réformer le pays sans l'aval de cette chambre, héritière des chambres aristocratiques. Et dans tous les pays bicaméraux, on peut avoir des modes de composition de la seconde chambre différents. En revanche, on a toujours ça. On a toujours cette idée d'une chambre qui peut faire blocage. Donc, je suis tout à fait d'accord, c'est un pouvoir de modération. C'est également un pouvoir qui doit pouvoir faire blocage à certains moments, notamment en termes de révision constitutionnelle, et c'est ce qui était bien évoqué dans votre sujet. Donc là, il va falloir voir comment va vouloir exercer ce pouvoir, comment le Sénat va vouloir exercer ce pouvoir, et ça va dépendre pour beaucoup à la fois du groupe Les Républicains et en même temps de la capacité du gouvernement de modérer peut-être sa réforme constitutionnelle, qui tout de même est assez radicale, notamment pour le Sénat, et qui ne trouvera probablement pas de majorité ici, sachant qu'en effet, si le président de la République veut réviser la Constitution, d'abord, cette majorité des 3/5 n'est pas suffisante, il lui faut l'aval du Sénat. Et ça, il est peu probable qu'il ait. Ou alors, il peut réviser la Constitution directement par référendum, ce qui est légalement discutable avec l'article 11. Mais dans ce cas-là, il prend un double risque très important. Premièrement, d'apparaître très autoritaire, ce qui lui a déjà posé quelques problèmes de communication par le passé. On se souvient de l'affaire de Villiers au mois de juillet. Et deuxièmement, tout bêtement, de voir son acte qui pourrait paraître autoritaire refusé, ce qui le mettrait dans une situation politique assez compliquée. Bruno Cotresse, ça veut dire que la réforme constitutionnelle est enterrée ? Non, je ne pense pas. D'abord, dans l'expression contre-pouvoir, c'est bien sûr qu'il y a une dimension politique, pas seulement institutionnelle. C'est aussi la déclaration de Gérard Larcher, c'est aussi d'envoyer le message à Emmanuel Macron qui est de dire il faudra compter avec nous, il faudra compter sur nous. Et on est dans ce moment très particulier de la vie politique où chacun est en train de retrouver sa place ou de poser sa place. Et personne ne veut avoir le rôle du vilain, celui qui empêche Emmanuel Macron de porter des projets qui seraient bons pour la France. Donc tout le monde est plutôt sur l'idée il faut soutenir quand des projets vont dans la bonne direction.
il faut être constructif, il faut être dans le dialogue. Donc tout le monde aujourd'hui dit ça, mais tout le monde n'y met pas exactement les mêmes mots et les mêmes réalités à l'intérieur d'une même formation politique. Et donc Gérard Larcher s'est aussi adressé à ses troupes. Il est candidat à sa succession, je crois on peut dire sans trop de risques. Il l'a annoncé. Voilà, sans trop de risques, mais il faut aussi que le président du Sénat montre au groupe le plus important au Sénat qu'il est certes dans le dialogue, dans le consensus, mais qu'il est en même temps il est membre des Républicains. Donc on est dans ce moment très très particulier. Alors après, est-ce que la réforme constitutionnelle est par terre? Ça, je pense pas, parce que de toute façon, pour le moment, on ne sait pas très très bien quels seraient ses contours. Et on va être à nouveau dans ce jeu. Certains vont dire, bah oui, si ça va dans telle direction, on fait, sinon on s'opposera. Alors justement, on parle de toute la difficulté pour le groupe LR ici à se positionner vis-à-vis de l'exécutif. Bruno Retailleau, justement, président du groupe LR au Sénat, est à votre micro. Michaël Zamez, vous allez lui poser la question pour nous. Absolument. Position difficile pour le président que vous êtes du groupe LR aujourd'hui vis-à-vis d'Emmanuel Macron, où tout est clarifié? Non, les choses sont très claires. Je pense que le revers qu'En Marche a enregistré pour les sénatoriales nous donne une mission, une double mission. Il faut que le Sénat incarne un équilibre en termes de pouvoir, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron ne peut pas prétendre mettre main basse sur toutes les institutions de la République. Donc nous serons garants d'un équilibre des pouvoirs avec une opposition qui sera une opposition exigeante et intelligente. On améliorera les choses, mais quand c'est pas bon pour les Français, nous le dirons. Et puis nous sommes la voix des territoires. Et je pense que l'exécutif a eu beaucoup de maladresse vis-à-vis notamment des élus locaux, pas seulement financière, en termes de considération. Quand on dit que les élus locaux servent à rien, qu'il y en a beaucoup trop, alors que 90%, vous le savez très bien, sont bénévoles, alors que finalement tout ce qui n'est pas résolu par Paris leur retombe sur les bras, il faut avoir un peu de considération vers ceux qui se dévouent pour la République. On a entendu le mot respect hier soir de la part du président du Sénat. Est-ce que vous diriez que Emmanuel Macron a manqué de respect? Il a manqué en tout cas de considération. Quand on dit qu'il y a trop d'élus locaux, ça veut dire qu'ils sont inutiles. Alors vous savez, moi j'ai fait campagne, j'ai vu beaucoup d'élus locaux et ils sont au bord du découragement. Beaucoup nous ont dit, écoutez, nous on va déposer le pactage parce que c'est tellement difficile. Si en plus on nous manque de considération, alors à quoi sert-on? Et je pense que la France a besoin de plus de civisme. Or les élus locaux, qui sont encore une fois ceux qui se dévouent pour les autres, représentent ce civisme. Et on n'a pas besoin de moins de civisme. Question sur les institutions. On entendait François-Noël Buffet qui nous disait que la porte était ouverte, sauf sur un point clé. Est-ce que vous confirmez que la porte est ouverte? Je confirme qu'on a toujours une porte ouverte ici, mais qu'il n'y aura pas non plus de chèque en blanc. Voilà. Et quand je dis que nous serons et que nous sommes une opposition intelligente, exigeante, il n'est pas question d'avaliser n'importe quoi qui, par exemple, déshabillerait les territoires qui sont les plus pauvres en démographie. La France périphérique existe, il y a une France au-delà du périphérique parisien, et par conséquent, il faut en tenir compte. Titre personnel, vous serez donc candidat à la présidence du groupe Les Républicains mercredi prochain? Absolument, je le serai. Merci beaucoup Bruno Retailleau d'être intervenu en direct sur l'antenne de Public Sénat. D'autres sénateurs évidemment à suivre, Delphine, à tout à l'heure. Merci beaucoup Michaël. Bruno Retailleau qui vient de confirmer qu'il serait candidat à sa réélection à la tête du groupe Les Républicains. Caroline Vigoureux, on vient d'entendre justement Bruno Retailleau sur cette opposition exigeante et intelligente. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un terrain d'entente entre l'exécutif et le Sénat pour trouver un contenu qui satisfasse finalement les parlementaires dans cette réforme constitutionnelle? Je pense que politiquement, ça sera compliqué pour tout le monde. Ça sera compliqué pour Emmanuel Macron de convaincre la droite de voter cette réforme constitutionnelle. Et ça sera aussi compliqué pour la droite de dire non, on n'en veut pas, alors qu'il y a des mesures assez populaires dans cette réforme constitutionnelle, parmi laquelle la baisse du nombre de parlementaires. Enfin, ça sera compliqué de part et d'autre. Mais on a entendu Bruno Retailleau qui pose ces conditions. Pas question que cette réforme se fasse au détriment des territoires les plus pauvres en démographie. Et quand on se souvient de la révision constitutionnelle lancée par François Hollande au congrès de Versailles au lendemain des attentats du 13 novembre, s'en est suivi des mois de psychodrames, de rebondissements de part et d'autre pour finalement se solder sur un renoncement et donc un échec, alors même qu'à la base, droite et gauche étaient plutôt d'accord sur le principe de la déchéance de nationalité. Le problème de ces révisions constitutionnelles, c'est qu'il y a beaucoup de politique là-dedans et est-ce que la droite sera prête à faire ce cadeau à Emmanuel Macron? Est-ce que Emmanuel Macron saura convaincre la droite? C'est compliqué d'y répondre pour l'instant. Oui. Anne Levade. Moi, je suis moins
pessimiste sur le sort de la révision en tant que telle. Pourquoi ? Parce que la logique même d'une révision de la Constitution, c'est... Vous allez me trouver très naïve, c'est qu'a priori, justement, on n'appréhende pas avec des a priori politiques, mais que l'on cherche à avoir le meilleur équilibre institutionnel possible. Alors c'est vrai que si l'on présente à chaque fois les choses comme un cadeau fait au président ou un cadeau fait au Sénat, j'allais dire que la surinterprétation qu'on donne du processus peut conduire parfois à ce qu'il y ait des blocages, mais on a des exemples, même si le Sénat a été majoritairement à droite, avec majoritairement une majorité gouvernementale de droite depuis 1958, on a des exemples de réformes qu'on pouvait penser ne pas être spontanément en vogue au Sénat, je pense par exemple à la parité, qui ont été adoptées sans que ce soit un psychodrame politique. Donc je pense que il peut y avoir des discussions qui conduisent à ce que si tout le monde estime que c'est d'intérêt général, cette réforme soit adoptée. En revanche, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron puisse prendre le risque de recourir à l'article 11, qui est là un référendum excluant complètement les parlementaires. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de savoir s'il voudrait ne pas avoir à contrer le Sénat. Il s'agit aussi de savoir s'il enjamberait sa propre majorité parlementaire. Et j'ajoute que si ça a été fait en 1962 et de manière moins opérationnelle en 1969, c'était De Gaulle, c'était un autre temps et que je n'imagine pas aujourd'hui qu'on puisse ainsi utiliser cette procédure. Eh bien, merci beaucoup Anne Levade, merci à vous Caroline Vigreux, merci Bruno Cotresse, merci Benjamin Morel. On continue les réactions politiques à ce scrutin avec vous, Saveria Rojek, à votre micro. Marie-Pierre de la Gontrie, elle vient d'être élue sénatrice socialiste de Paris, c'est à vous. Absolument, bonjour Marie-Pierre de la Gontrie, toute nouvelle sénatrice depuis hier soir, sénatrice de Paris, sénatrice socialiste. Dans quel état d'esprit êtes-vous alors que vous arrivez tout juste au Sénat ? C'est un mélange d'émotions, de fierté, de satisfaction, y compris politique, parce qu'à Paris, on a fait un résultat pour la majorité municipale qui est excellent. Et pour les socialistes, nous souhaitions avoir 4 sénateurs élus, et c'est le cas. Donc oui, c'est toujours un mélange. Personnel, il ne faut pas se raconter d'histoire. Bien sûr qu'on est ému, et puis une aventure. D'ailleurs, on est venu aujourd'hui, on est tous venus tous ensemble, parce que c'est toujours du collectif, la politique. Enfin, ça devrait l'être. Alors, vous avez déjà une longue carrière politique derrière vous. Sur quel dossier comptez-vous vous investir au Sénat ? Je suis avocate de profession et j'ai l'intention d'aller à la commission des lois et de me préoccuper de toutes les questions de liberté publique au sens large, c'est-à-dire justice, sécurité, etc. Et puis aussi, comme j'ai été pendant 15 ans première vice-présidente de la région Île-de-France, la question des collectivités locales. Donc voilà, donc j'attends avec impatience ces sujets. Les 2 sujets méritent de manière générale beaucoup d'attention et dans la période parfois un petit peu de préoccupation. Vous le disiez, votre liste a fait de très bons scores à Paris, 4 sénateurs élus. C'est le signe de la renaissance, du rebond du Parti socialiste au Sénat ? En tout cas, c'est le signe que nous sommes capables, les socialistes, d'être unis dans une période, on ne va pas non plus raconter que tout est simple, mais sur les enjeux importants, nous sommes rassemblés. Et c'est aussi le signe à Paris, avec Anne Hidalgo qui est maire de Paris. Nous avons au total 8 sénateurs sur 12 qui soutiennent la majorité municipale ou qui en font partie, parce que c'est souvent des conseillers de Paris. Donc tout ça est bien. Attention, c'est... allez, on va dire c'est une première marche pour pouvoir reconstruire. Tout est encore devant nous. Et de façon plus générale, comment analysez-vous ces résultats ? C'est un coup de semonce, un revers pour Emmanuel Macron ? Je pense que les responsables de La République En Marche ont tort d'essayer de limiter l'analyse du résultat, qui est ce qu'on appelle une contre-performance en matière sportive, au fait que oui, mais les élus municipaux, nous n'étions pas là à l'époque, etc. C'est un raisonnement qui ne fonctionne pas, parce que lorsqu'Emmanuel Macron a été élu président de la République, et lorsque les députés ont été élus de manière massive En Marche, on aurait pu dire oui, mais il n'y avait pas de parti. Et il y avait une espèce d'enthousiasme, d'appétit pour ce mouvement, dont personne ne savait exactement ce qu'il était, mais qui attirait incontestablement. Donc prétendre que c'est simplement parce qu'il n'y a pas d'élus municipaux labellisés En Marche, qu'il n'y a pas de sénateurs ou plus de sénateurs, je pense que c'est un peu court. Donc, il faut entendre un petit peu l'inquiétude des élus locaux, parce que la suppression des contrats aidés ou la baisse des dotations, c'est quelque chose qui inquiète, évidemment, les élus locaux et les associations. On l'a bien vu pendant la campagne, vous savez,
quand on discute avec des élus locaux, et c'est encore plus vrai quand on est élu de départements qui ne soient pas aussi urbains que Paris, des contrats aidés qui disparaissent, c'est souvent des associations qui assuraient une part de service public qui vont être obligées d'arrêter, etc. Donc bon, c'est un petit signe d'alerte. Dommage que le président de la République ait laissé dire qu'il s'était plus intéressé aux élections allemandes qu'à l'élection sénatoriale hier. C'est pas bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci Marie-Pierre de La Gontrie pour ces premiers mots, ces premières réactions en tant que toute nouvelle sénatrice de Paris. Merci beaucoup, Saveria. On va prendre à présent la direction de la Manche pour voir les résultats de ce département. Les équilibres ont été respectés, 2 sièges pour la droite et un socialiste, mais le suspense a duré longtemps pour départager notamment Jean Bizet et le candidat de La République En Marche. C'est un reportage de Fabien Recker avec Olivier Creuset. Beau joueur, Jean-Michel Mage félicite son adversaire socialiste. Le candidat de La République En Marche finit 4e dans la Manche avec 14% des voix. Il ne siégera pas au Sénat. Je pense que si les listes UDI, Modem et Centre et LREM avaient pu s'unir, avaient pu travailler ensemble, je pense qu'aujourd'hui il y aura un sénateur ou une sénatrice de plus. Désunion ou essoufflement? Pour Philippe Bas, sénateur LR sortant qui conserve son siège, il s'agit ni plus ni moins de l'éclatement de la bulle LREM. Le rideau de fumée autour d'En Marche est en train de se dissiper. Et ce que les gens voient maintenant, c'est la réalité. Les grands électeurs de la Manche, qui représentent toute la population de la Manche, qui nous ont démocratiquement choisis, ont envoyé tout de même un message qui est un message de réalisme. Désunion au centre, mais aussi à droite, puisque Philippe Bas affrontait un autre sénateur LR. Absent lors de l'annonce des résultats, Jean Bizet semblait s'attendre cet après-midi à une défaite. Il sauve finalement son siège à 13 voix près. Une élection n'est jamais gagnée d'avance, et surtout celle-ci avec 8 listes d'une part, et puis je dirais un climat un petit peu délicat si vous voulez. Bon, mais me voilà davantage rassuré. L'émiettement des voix à droite profite au candidat socialiste. Jean-Michel Houllegatte termine premier du scrutin et succède ainsi à Jean-Pierre Godefroy. Pour lui, le prochain combat à mener s'inscrit sur le terrain du social. Souhaitons la réussite de la France, mais à des conditions. Et il faut véritablement que la question sociale puisse se poser. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a des incertitudes, notamment au niveau des lois travail. Donc il y a des choses que nous n'aurions pas, nous, si nous avions encore été aux affaires, mis en place. 2 sénateurs LR et un sénateur socialiste pour la Manche. Comme lors de la précédente législature, les équilibres politiques n'auront donc pas changé dans le département. Et j'accueille mes invités sur ce plateau. Catherine Procaccia, bonjour, sénatrice Les Républicains du Val-de-Marne. Vous avez été réélue hier, merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Éric Bocquet, bonjour, sénateur communiste du Nord, également réélu hier, merci d'être avec nous. François Patria, bonjour, vous êtes le président du groupe La République En Marche ici au Sénat. On va bien sûr commenter le mauvais score décevant peut-être pour votre parti. Et puis Rémi Féraud, bonjour, vous êtes sénateur socialiste de Paris. Vous avez été élu hier pour la première fois. Merci d'être avec nous. Et j'accueille enfin Hervé Maurey. Vous êtes sénateur UDI, UC de l'Eure. Merci d'être avec nous. Première réaction pour vous, François Patria, puisqu'on voit notamment, par exemple, à travers cet exemple de la Manche, Jean-Michel Mage qui avait été investi par La République En Marche, qui finalement n'arrive pas à percer. Comment, on est presque 24 heures après ce scrutin, comment analysez-vous justement ces scores décevants, ce revers pour le chef de l'État? D'abord, vous avez remarqué qu'il y a plusieurs sièges que nous avons manqué à quelques voix. Je crois qu'il y a 10 ou 12 sièges à moins de 50 voix. Donc ça veut dire que n'ayant pas d'électeurs au départ, puisque aucun grand électeur n'a été élu En Marche, nous arrivons presque dans 10 départements supplémentaires à ceux que nous avons gagnés aujourd'hui à être élus. Ce qui, quand même, avouez-vous, est une pas mauvaise performance. Est-ce que nous aurions pu mieux faire? Sans doute. Certains diront une contre-performance. François Patria, vous avez moins d'élus aujourd'hui que vous n'en aviez à la création du groupe. Oui, c'est vrai, mais on n'est pas les seuls. Hein. On n'est pas les seuls. Il y a d'autres groupes ici qui en auront moins. Le groupe Les Républicains et le groupe centriste va progresser. Mais tous les autres groupes régressent. Donc on n'est pas les seuls. Donc pour tout le monde, ça pourrait être une défaite aujourd'hui. Sauf que nous, il n'y avait pas de chronique de victoire annoncée. Personne ne l'a jamais dit. On avait espéré pouvoir le faire progresser. Nous ne progressons pas aujourd'hui. Nous stagnons. Nous régressons même un peu. Attendons la semaine prochaine pour connaître la composition des groupes. On verra effectivement si nous sommes à égalité, si nous avons gagné. Je peux considérer que nous aurions pu mieux faire, mais dans le même temps, je pense que c'est une deuxième page qui s'ouvre pour le mouvement En Marche. J'entends des commentaires un peu désobligeants que je ne relèverai pas, mais ce que je peux dire par ailleurs, c'est que la vraie élection sénatoriale pour En Marche, elle aura lieu après les élections municipales. Aujourd'hui, c'est un 3e tour
des élections municipales 2014, 2015, 2016 avec les cantonales et les régionales, qui avait produit que des grands électeurs appartenant soit au Parti socialiste, soit au Parti Les Républicains, soit centristes et quelques communistes. Il n'y avait pas de grands électeurs. Faire avec cela le score, il n'y avait pas de groupe au Sénat il y a 2 mois. Ouais. Il y en a aujourd'hui. Il va sans doute progresser malgré tout, mais il pèsera dans le Sénat. Éric Bocquet, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire François Patriat? Est-ce qu'il y a quand même néanmoins une sanction d'Emmanuel Macron dans ce scrutin? Clairement, je crois que c'est pas polémiqué que de le dire. Dans tous les contacts qu'on a eus dans ces semaines et ces mois de campagne, moi j'ai constaté que le nouvel exécutif a réussi en moins de 100 jours à se mettre à dos tous les élus locaux. Taxe d'habitation, confirmation de l'austérité, suppression de la réserve parlementaire, les contrats aidés, ça a grogné très sérieusement, et ça s'est traduit dans les urnes. Il serait une erreur de contester cette sanction. 3 mois après l'avènement d'un nouvel exécutif, en être là, il y avait quand même eu des pronostics un peu enthousiastes dans la foulée de la majorité historique à l'Assemblée. On parlait de 60 sénateurs, puis au milieu de l'été, 40, 50, et fin août, j'entends M. Castaner parler de 10, ça serait bien. Le résultat aujourd'hui, il est sanctionné par les grands électeurs. Il y a un message que vous auriez tort de négliger. Alors justement, sur ce point, on va écouter ce que nous disait Gérard Longuet, sénateur qui a été réélu hier dans la Meuse. Il était l'invité de notre matinale Territoire d'Info. On l'écoute. C'est la démonstration d'une faiblesse du président de la République. Il est en désaccord, il n'a pas su établir de lien avec les territoires de notre pays. C'est un homme des grandes administrations, des grands services publics de l'État, des grandes banques, des grandes métropoles. Et la France, des villes moyennes, des petites villes, du monde rural ne s'est absolument pas sentie comprise par ce président de la République. Je crois qu'il a un véritable effort de compréhension des territoires de notre pays. Hervé Maurey, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Gérard Longuet? Le chef de l'État ne comprend pas les territoires? Écoutez, je voudrais d'abord dire à François Patriat, que j'aime beaucoup, que La République En Marche, qui prétend faire de la politique autrement, eh bien faire de la politique autrement, c'est pas faire comme on le fait sur tous les plateaux télé depuis des décennies, ne pas reconnaître qu'on s'est pris un échec, pour ne pas dire une gamelle. J'ai dit peu mieux. Parce que moi, j'ai pas dit peu mieux. Notre collègue parlait d'estimation à plus 60 sièges. Je crois même que juste après les législatives, on disait que le groupe La République En Marche pourrait avoir 90 sièges. Mais qui a dit ça? Après, on est passé à 60, après, on est passé à 50, et aujourd'hui, on est en négatif. Et je suis étonné que François Patriat, qui incarne dans cette maison La République En Marche, c'est-à-dire le nouveau monde, c'est-à-dire la politique autrement, ne dise pas, bah oui, c'est un échec. Et il nous explique que c'est un succès. Donc je trouve que le nouveau monde, aujourd'hui, il ressemble curieusement à l'ancien monde, pour pas dire à la préhistoire. Pour répondre à votre question sur le président de la République, c'est pas lui faire offense que de dire qu'il ne connaît pas la France profonde, qu'il ne connaît pas les territoires. Je crois que c'est la première fois qu'on a un président de la République, c'est même la première fois, qui n'a jamais été élu local. Et donc forcément, et on ne peut pas lui en vouloir, il lui manque cette connaissance du terrain, cette dimension qui est nécessaire quand on est président de la République par rapport au territoire. Et effectivement, le principal adversaire de la République En Marche dans cette élection sénatoriale, ça a été Emmanuel Macron. Parce que quand en pleine période électorale, vous supprimez la réserve parlementaire et que vous étranglez par là même les territoires ruraux, que vous supprimez sans prévenir personne les contrats aidés et que vous mettez un grand nombre de communes en difficulté. Que vous n'avez jamais voté. Il faut pas s'étonner que la République En Marche, dont on nous promettait un triomphe au Sénat, soit en recul. C'est aussi simple que cela. Alors, avant de vous donner la parole, on peut mentir tous les jours, mais moi je supporte pas beaucoup quand même. Faut pas mentir comme ça. Il y a des vérités qui blessent. Parce que vraiment, le vieux monde passe de la caricature maintenant dans le mensonge. Personne n'a jamais dit qu'il y aurait 90 sénateurs En Marche. 80. Même 80. J'avais dit, quand nous avons créé le groupe, que nous espérions pouvoir le doubler. Si nous pouvions progresser. Ensuite, j'ai rectifié les chiffres au cours de... Ne retenons pas que la date du mois de juin, qui était dans la période législative. Ensuite, ramener le Sénat, simplement, et les collectivités locales, à une affaire de réserve parlementaire, à une affaire de telle ou telle dotation. Le Sénat, le Sénat, il est ici pour voter les lois. Moi, je parle du déficit de la France, du chômage, des impôts. La République En Marche, elle n'est pas élue simplement pour gérer la réserve parlementaire ou tel critère de collectivité locale. Elle est là demain. Mais ça n'a pas facilité la tâche des candidats investis par votre parti. Pour voter les grandes lois que nous aurons à voter demain. C'est-à-dire, est-ce que demain, on va empêcher d'augmenter le déficit?
Est-ce qu'on va diminuer les dépenses? Est-ce qu'on va relancer l'emploi? C'est ça les grands... Alors, François Patria, on va donner la parole à Rémi Féraud et à Catherine Procaccia qu'on n'a pas encore entendu sur ce plateau. Rémi Féraud, vous entrez ici au Sénat. Est-ce que vous avez le sentiment justement de rentrer dans l'ancien monde ou le nouveau? Je rentre au Sénat et je n'ai pas l'impression de représenter l'ancien monde, mais je suis un socialiste fidèle et j'ai toujours été un militant de gauche et je serai un sénateur socialiste engagé à gauche. On voit bien ici le débat sur le rapport au chef de l'État. Est-ce que vous serez dans l'opposition, comme la majorité sénatoriale de droite? Au-delà du rapport au chef de l'État, Emmanuel Macron est président de la République, c'est un rapport à la politique gouvernementale. Moi, j'ai été élu en me situant clairement dans l'opposition avec la liste socialiste que je conduisais à Paris et qui a rencontré un succès inattendu pour certains parce que, oui, en dehors de nos qualités personnelles, il y a une inquiétude, notamment à gauche, sur l'injustice sociale, des mesures qui sont annoncées sur des domaines extrêmement importants comme le logement, la politique de la ville, les emplois aidés, ça compte dans les quartiers populaires. J'ai vu comment ces questions sont montées au cours des dernières semaines et beaucoup de listes, donc beaucoup d'adversaires, mais la liste En Marche avait manqué de modestie ces dernières semaines, alors que voilà, il y a une inquiétude et puis une volonté aussi de faire exister la gauche. Le groupe socialiste d'ailleurs s'en sort bien et bien mieux que les hypothèses les plus optimistes, même s'il n'est pas en augmentation. Ouais. Catherine Procaccia, en ce qui concerne la droite, on voit qu'elle sort ici renforcée de ce scrutin. Votre groupe, Les Républicains, va-t-il échapper à la constitution d'un groupe constructif, selon vous? Je n'en sais rien, on verra. En tout cas, constructif ou pas, le groupe Les Républicains est renforcé. On est pour l'instant plus de 150, 155. Comme le disait mon voisin, on verra à la constitution des groupes ce qui se passe. Bon, au Sénat, il faut que 10 personnes pour constituer un groupe, donc c'est pas très compliqué de constituer un groupe, mais faut-il savoir à quoi sert d'avoir un groupe? Si un groupe, ça sert uniquement à avoir un nom et un président, c'est pas l'intérêt. L'intérêt est de voir quelle politique on veut mener. En tout cas, par rapport aux Républicains, on a toujours été très clair. Ce qui va dans le bon sens, on peut le voter. Ce qui va dans le mauvais sens, on ne le votera pas. On a fait exactement de la même façon au Sénat sous la présidence Hollande, et un certain nombre de textes sont passés grâce à l'appui du Sénat quand ils étaient bons. On les a améliorés, on a apporté notre réflexion, notre savoir-faire. Je trouve simplement que tout concentrer dans les débats sur la République en marche, la République en marche au Sénat, c'est pas l'essentiel des forces politiques. L'essentiel des forces politiques, c'est nous. Ça aussi qu'on vous invite. Et donc, effectivement, parlons un petit peu des forces politiques plutôt que de tout concentrer sur un mouvement qui a peut-être eu un grand succès il y a quelques mois, mais dont on ne connaît absolument pas l'avenir. Un succès éphémère, François Patria? Sans doute pas. Quoi qu'il se soit passé hier, rien n'empêchera la marche en avant du gouvernement pour appliquer les réformes qu'il a décidées. Donc c'est avec beaucoup de sérénité. J'entends par là de déséquilibre. Je crois qu'il y aura un équilibre entre les mesures sociales et les mesures économiques. Il y a beaucoup de procès d'intention qui ont été faits. J'entends parler des appels et autres à côté. Ça ne suffit pas. Mais ce que je pense, c'est quel est l'intérêt du pays? Est-ce que l'intérêt du pays aujourd'hui, c'est que le gouvernement échoue? J'entends autour de moi des gens qui disent c'est éphémère, le pied d'argile va échouer. Donc j'ai le sentiment que des gens qui aujourd'hui vivent leur revanche parce qu'ils ont pris une large défaite au mois de mai et au mois de juin sont en train de jubiler parce qu'au Sénat, une élection qu'on savait prédestinée, on savait très bien qu'au vu des municipales, la droite allait progresser. On le savait très bien, c'était mécanique, tout le monde le disait. Vous espériez quand même qu'un certain nombre de voix de droite se déportent parce que les grands électeurs, c'est aussi des citoyens, et c'est ces mêmes citoyens qui ont été votés pour le président de la République. Ces grands électeurs qui ont été élus sur des listes politiques appartiennent à des états-majors politiques et votent comme les états-majors politiques. Et pour Paris, parce qu'on évoquait Paris à l'instant, combien y a-t-il de conseillers municipaux de Paris qui avaient été élus sous l'étiquette En Marche? Zéro. Il y en avait zéro. Mais plusieurs l'ont rejoint. Il y en avait zéro. Donc il a fallu aller les chercher. Il y en avait zéro. Donc on ne pouvait pas espérer à Paris aujourd'hui, compte tenu d'électeurs qui obéissent à l'ordre d'état-major, avoir beaucoup plus de sénateurs à Paris. Peut-être 2. Fadela rate le siège à 30 voix. Hein.
peut-être 2. Éric Bocquet, comment faire justement pour ne pas apparaître comme l'opposition frontale au chef de l'État qui pourrait peut-être aussi conduire à son échec dans certaines réformes pour lesquelles il a été plébiscité lors de son élection? Oui, plébiscité. Son vrai projet, il a été adopté par quoi 17-18% de l'électorat français et élu contre qui on sait au second tour pour éviter le pire une nouvelle fois. Voilà, le socle politique véritable de M. Macron, c'est celui-là. Alors dire qu'après on a mandat pour faire tout, je pense qu'il faut être beaucoup plus prudent que cela. C'est la négation des urnes. La négation des urnes. Non, mais politiquement, soyez beaucoup plus prudent que ça, beaucoup plus réservé. Et les premiers signaux envoyés à la France, réduction de l'ISF, est-ce qu'il y avait urgence à réduire l'ISF, qui va rester 1 milliard aujourd'hui, ça rapporté 5,3 milliards. Le code du travail, on y va bille en tête. Il y a urgence à relancer l'économie. La CSG, c'est parti. Et alors, on ne peut pas s'étonner qu'il y ait du trouble chez les élus et au-delà d'eux, de l'ensemble de la population quand même. Oui. C'est la première fois que je vois qu'il n'y a pas d'état de grâce au début d'un quinquennat. On est à 3 mois après l'élection du mois de juin. J'avais dit qu'il n'y aurait pas la... Non, mais attendez, il y a quand même une situation. Il faut regarder les choses objectivement aujourd'hui. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron a repris 5 points dans les sondages hier. Oui. Je voudrais qu'on parle aussi du centre. François Patria, s'il vous plaît, on va parler du centre puisqu'on donne la parole à toutes les forces politiques. Je voudrais vous proposer, Hervé Maurey, ça va vous intéresser, d'écouter Jacqueline Gourault, qui a été, c'était la seule ministre en campagne pour ces sénatoriales. Elle a été élue hier, elle était notre invitée ce matin. On l'écoute. Le centre est une vraie famille politique en France. Elle fait partie du paysage politique depuis de longues années, avec des valeurs héritées notamment de la résistance. Nous y sommes très attachés, héritées de la démocratie chrétienne. Et je crois que les majorités se construisent à partir de plusieurs familles politiques, tout en se respectant. C'est assez horripilant parce qu'il y a la droite en France et elle défend ses valeurs, elle est respectable, que l'on laisse le centre vivre et que on le laisse sur ses valeurs et sur ce qu'il a toujours défendu. Comment le centre va-t-il faire entendre sa voix, notamment ici au Sénat, Hervé Maurey ? Écoutez, je pense que le centre va pouvoir faire entendre sa voix dans les meilleures conditions, puisque on a un groupe qui progresse. On va sans doute dépasser les 50 membres. On est peut-être même le groupe qui progresse le plus. Moi, j'ai été élu sénateur il y a tout juste 9 ans. Le groupe centriste, on était moins de 30. Et aujourd'hui, on est plus de 50. C'est quand même une progression dont on parle assez peu dans les médias. Qui, dans les médias, dit que le centre a progressé de cette manière en moins de 10 ans ? Donc je me réjouis évidemment de ce résultat. La voix du centre sera différente de celle portée par le groupe Les Républicains ici au Sénat ? Écoutez, s'il y a 2 groupes au Sénat, c'est bien parce qu'on a des choses différentes à porter que nos amis du groupe Les Républicains. On est très clairement dans la majorité sénatoriale, on est très clairement à soutenir Gérard Larcher, aussi bien ce qu'il a fait que sa candidature demain s'il est candidat, ce qui semble être le cas. Néanmoins, on a nos spécificités, notre sensibilité et bien sûr, on fera en sorte qu'elle soit largement entendue demain au Sénat. Il faut aller vers plus d'autonomie pour le Parti centriste, selon vous ? Écoutez, on n'a jamais été des godillots. Ça aussi, ça m'amuse beaucoup aujourd'hui d'entendre à peu près tout le monde dans la classe politique dire « Ah ben nous, on votera si c'est bien, on votera pas si c'est pas bien ». J'entends des gens qui disent ça, qui l'ont jamais fait jusqu'à présent. C'est dans l'ADN du centre d'agir ainsi. Moi, quand j'ai été élu, je l'ai dit il y a maintenant 9 ans, c'était Nicolas Sarkozy qui était président. J'étais censé être dans la majorité, j'étais dans la majorité, mais il y a quantité de textes proposés par Nicolas Sarkozy que j'ai pas voté. Ce qui n'a pas été vrai dans tous les groupes de la majorité. Et après, sous François Hollande, ça a été la même chose. Quand il y avait des textes qui nous paraissaient bien, on les votait. Quand ils nous paraissaient pas bien, on les votait pas. Donc je veux dire, moi je me réjouis de voir qu'aujourd'hui, cette pratique très pragmatique de la vie parlementaire et législative, eh bien, elle est reprise par de nombreux groupes. Mais chez les centristes, cette pratique, elle date pas du mois de mai dernier. Elle est vraiment dans notre ADN d'être pragmatique et de juger sur pièce les textes qui nous sont proposés. Ouais. Rémi Féraud, vous pourriez rejoindre Hervé Maurey justement sur cette attitude vis-à-vis du chef de l'État et des réformes qui vont être soumises ici au Parlement, un soutien au cas par cas en fonction des textes. Oui, mais c'est vrai que ça peut ne rien vouloir dire. Donc s'il s'agit de dire par avance qu'on votera contre tout, y compris ce avec quoi on est d'accord, cette façon de faire de la politique, d'ailleurs, il faut qu'elle change. Donc oui, si j'avais été sénateur, j'aurais voté pour le projet de loi de moralisation politique il y a quelques mois, quelques semaines. En revanche, je me situe clairement dans l'opposition et je souhaite que le groupe socialiste au Sénat se situe clairement dans l'opposition. Nous allons en discuter cette semaine. Ouais.
Est-ce que ça vous laisse quand même un petit peu d'espoir, ce que vous entendez sur ce plateau, en ce qui concerne la révision constitutionnelle? Certains ont dit hier qu'elle était enterrée, François Patriat. Sans doute pas. J'ai le sentiment que le gouvernement et le chef de l'État mèneront à bien l'ensemble des réformes sur lesquelles ils ont été élus. Parce que j'entends aujourd'hui dire il faut écouter le peuple, il faut écouter la rue. Oui, toujours. Moi, ce qu'il faut écouter d'abord, c'est les élections. Oui. Et le peuple, quand il s'exprime dans les urnes, et c'est là la vraie voie démocratique, c'est pas celle de la rue. C'est clair? Donc, quand on a entendu cela, donc, s'il y a eu des élections qui, à 4 tours, ont légitimé le programme d'Emmanuel Macron, qui n'en change pas d'un iota aujourd'hui, parce qu'il l'a exprimé de façon très claire, et qu'il l'applique aujourd'hui, on va reprocher à ce gouvernement d'appliquer le programme pour lequel il a été élu. Quant au socle 17-18, je ne vais pas vous renvoyer au socle du Parti communiste aujourd'hui. C'est 1%. Non mais c'est 1%. Donc, nous parlions du président de la République. Mais parlons des choses qui comptent. Parlons des choses qui comptent et pas de celles qui ne comptent pas. D'accord. Un peu de respect, M. Patriat. Un peu de respect. Un peu de respect, j'en ai pour vous. Alors déjà, moi aussi, un peu de respect. Et j'ai même de l'amitié pour vous. Mais quand je vous entends dire qu'on discute le socle du président, le président a été élu avec 65% des voix au deuxième tour. Je ne connais pas de pays démocratique qui ne respecte pas la démocratie. Quand on dit dire qu'il a le pied d'argile aujourd'hui, je pense que non seulement il mène à bien les réformes qu'il entend faire et qu'il va poursuivre. Et ce pays qui a pris du retard, qui dépense 10% de plus d'argent public que tous les pays européens, qui a un déficit de 2000 milliards de francs, qui a un chômage de masse, vous voudriez qu'on reste. Voilà, vous essayez d'instiller le poison de l'immobilisme. Je crois que le poison de l'immobilisme, il n'est pas fait pour redresser le pays. Alors, moi j'ai une question très précise. Dans le projet de loi de finances 2018 qui va être présenté bientôt, combien de milliards sont prévus en remboursement de la dette acquise par la France depuis 44 ans. L'an dernier, on a remboursé 44,5 milliards d'euros en intérêts aux marchés financiers qui nous financent. C'est-à-dire qu'on n'a pas commencé à rembourser le premier euro de capital et on a réemprunté l'an dernier 185 milliards. Et vous voudriez que ça continue? Où en êtes-vous sur cette question? Quelles sont vos propositions? Et vous voudriez que ça continue? On aura l'occasion de parler du projet de loi de finances dans quelques temps. Catherine Procaccia, moi je voudrais vous entendre sur la révision constitutionnelle. Certains ont dit hier qu'elle était enterrée. Qu'en pensez-vous? Moi je ne crois pas. On n'est pas dans une position dogmatique de dire on va refuser une révision constitutionnelle. Tout dépend de ce qu'il y a dedans. En tout cas, il est certain qu'au Sénat, et je pense sur la plupart des bancs, le fait d'interdire à ce que des maires se représentent plus de 3 fois, alors que c'est la population qui doit décider si c'est des bons maires et qui veulent les garder ou pas, ça c'est quelque chose sur lequel quasiment tout le monde va être d'accord. Sur la diminution du nombre de sénateurs, en tout cas, à droite, ça faisait partie aussi des projets qui avaient été présentés. Je ne suis pas persuadé qu'on soit opposé. Une révision constitutionnelle pourra se faire. Mais pas forcément celle qu'aura décidé, sans vouloir la modifier d'un iota, le président de la République. Tout à l'heure, je vous entendais parler de l'article 11. Je crois que l'article 11 est quand même une arme un petit peu dangereuse, puisqu'on sait bien qu'en règle générale, les Français ne répondent pas à la question, mais disent leur mécontentement ou leur contentement par rapport à la politique gouvernementale. Alors avant de continuer l'analyse avec vous, on va tout de suite retrouver Quentin Calmet qui nous attend à Lille pour un point complet sur tous les résultats des Hauts-de-France. Bonjour Delphine, et je vous ai apporté ici la une de La Voix du Nord qui revient dans son édition de ce matin sur ces élections sénatoriales, avec à l'intérieur cet article sur l'élection dans le département du Nord en particulier, où le journal titre sur les sénatoriales des vainqueurs, mais peu de monde pour sauter de joie, car c'est l'enseignement dans ce département du Nord où il y avait 11 sièges à pourvoir, les grands groupes comme les centristes menés par Valérie Létard, mais aussi le PS de Patrick Kanner ou encore les LR de Marc-Philippe Daubresse, tous pouvaient espérer voir plusieurs sièges. Au final, ils n'en ont que 2 chacun. C'est le PCF qui a également 2 sièges et les Indépendants ainsi que En Marche qui rafle 1 siège, qui sortaient bien un peu leur épingle du jeu. Dans le Pas-de-Calais, autre enseignement dans ce département voisin, le FN n'aura donc pas de nouveaux sénateurs à la Haute Assemblée. C'était pourtant là l'un des seuls réservoirs de grands électeurs et qu'il y avait. Non, pas de nouveaux sénateurs FN. Et deuxième enseignement de ce scrutin dans le Pas-de-Calais, pour Jean-Marie Van Leeuwenberg, c'est une relative contre-performance puisqu'il ne voit qu'un seul siège pour sa liste En Marche. Voilà donc pour les enseignements dans ce 2 départements qui élisaient
11 et 8 sénateurs hier dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Merci Quentin. Très rapidement, un petit commentaire sur ce qui s'est passé hier dans les Hauts-de-France. Satisfaction de voir votre groupe renforcé avec ces 2 sénateurs communistes et aussi pas de sénateur Front National qui était pourtant une possibilité pour le parti frontiste dans le Pas-de-Calais. Tout à fait. Une magnifique image de la place de la déesse à Lille au passage. Je veux le souligner ici. Un peu de chauvinisme. Oui, bien sûr, on est satisfait de ce résultat parce que ça n'était pas écrit d'avance. Ça n'est pas qu'une question d'arithmétique. C'est une question politique de fond. On a fait de la politique avec tous les élus dans toutes les communes de tous les arrondissements du Nord. Et voilà, il y a dans le résultat, il y a une partie de ce travail de proximité et le travail dans la durée également, une confiance qui s'est créée patiemment. Eh bien, merci. Merci à tous les 5 pour l'analyse. Suite de nos éditions spéciales sur Public Sénat tout au long de la journée.